Oubliez les clouds, vos appareils Zendur peuvent tourner 100% local avec Home Assistant et aujourd'hui je vous montre comment les connecter avec l'intégration FireSun étape par étape et restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai une automatisation qui change tout. Pour la première étape, ça va être l'ajout de l'intégration. Pour ça, je vous ai fait une précédente vidéo qui explique comment ajouter l'intégration Zendur. Assurez-vous d'installer Axe. Pour Axe, comme je vous ai dit, ça existe plusieurs vidéos sur YouTube de plusieurs créateurs qui ont parlé sur comment installer Axe. C'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur comment installer Axe, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vous laisse regarder les vidéos qui parlent de l'ajout de Axe. Il faut installer Axe. Une fois que vous avez installé Axe, vous allez venir dessus, vous allez récupérer l'intégration Zendur, que je vous mettrai les liens, il existe déjà le lien sur ma précédente vidéo où j'explique comment faire. Sur Home Assistant Axe, on revient ici sur le 3 petits points en haut, on va faire dépôt personnalisé et on va venir coller ce qu'on a copié tout à l'heure, coller. On va choisir type intégration et on va faire ajouter. Une fois on a fait ajouter, on va actualiser la page et on va venir chercher Zendur. On va écrire Zendur juste ici et elle devrait s'afficher. Dès qu'elle s'affiche, vous allez cliquer sur télécharger. Là, pour moi, elle est téléchargée, ça m'affiche pas. Mais sinon, vous allez voir l'onglet télécharger. Vous allez télécharger la dernière version stable. La dernière fois, dans ma précédente vidéo, c'était la version bêta. Mais là, il y a une version stable. Je vous conseille de l'installer. Moi, je suis en version bêta. Mais je vous recommande plutôt d'installer le 1.1.3. C'est cette version-là, je vais vous montrer rapidement. Version, voilà. 1.1.3, c'est la dernière version stable. Vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois installé et téléchargé, vous redémarrez Home Assistant. Il va vous demander de redémarrer. Une fois Home Assistant redémarré, vous cliquez dans Paramètres, Appareil et services, et là vous allez ajouter une intégration, vous allez le rechercher, et ça va s'afficher comme ça, Zendur Home Assistant. Vous cliquez dessus, pour la première fois il va vous demander de faire une configuration. Toute cette configuration, j'en ai parlé la dernière fois, vous récupérez les clés token qui est sur l'application Zendur dans Profil, vous avez un clé token, vous faites copier et vous allez venir le coller ici. Pour le compteur intelligent, vous allez venir coller l'identité de votre compteur intelligent, peu importe c'est quoi votre compteur intelligent, que ce soit le Chili Pro 3 OM, le Chili 3 OM, le Chili 50, un autre compteur d'une autre marque, peu importe. Il suffit de récupérer l'identité de ce compteur-là. Pour le retrouver, là, pour mon cas, le Chili, je vais le retrouver dans Chili, tout simplement. Là, la phase C, Active Power, je vais le retrouver juste ici, j'ai cliqué dessus, dans la petite roue juste en haut, et on va venir copier celui-ci. D'accord? On va venir appuyer sur copier, et on va venir le coller dans l'intégration Zendur. Là, c'est Chili, mais si c'est un autre compteur, on va prendre un exemple. Hein. J'ai d'autres compteurs chez moi. On va prendre l'exemple de Refos. J'avais fait une vidéo dessus la dernière fois. Power juste ici. Là, on voit en watts. C'est ça ce que vous allez récupérer. Voilà. L'entité, c'est celui-là, on va faire copier et on va venir le mettre dans l'intégration Zendur. Si vous n'avez pas le Chili ni le Refos, par exemple, si vous avez le compteur intelligent Zendur, ils ont rajouté récemment, mettez-le à jour, ils ont rajouté l'option d'activer un MQTT. Dans un MQTT, vous allez copier, coller l'utilisateur que vous avez créé auparavant, comme je vous ai dit, ça c'est dans ma précédente vidéo. Vous allez créer une personne, un MQTT SolarFlow par exemple dans mon cas, vous allez le nommer, vous allez donner un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous allez le faire copier et coller du mot de passe et du nom d'utilisateur, ainsi que le serveur, l'adresse IP de votre Home Assistant. Vous allez mettre ça sur le compteur intelligent et il devrait s'afficher dans un MQTT. Là, je l'ai juste ici. C'est celui-là. Ça, c'est le compteur intelligent de Zendur. Voilà, on voit ici Smart Matter 3CT par Zendur. Il est connecté en MQTT et je peux récupérer. Par exemple, moi, c'est L3 qui est branché. J'ai qu'une seule pince, je suis au monophasé. Et c'est celui-là. Si je clique dessus, je clique sur la petite roue ici
et j'ai l'entité juste là. C'est ça que j'ai besoin pour le mettre dans l'intégration Zendur. Si vous n'avez pas réussi à ajouter le compteur Zendur, dites-le moi en commentaire. Je ferai un short peut-être pour vous montrer comment l'ajouter à Home Assistant. On revient sur l'intégration Zendur, on clique dessus. On a dit, il va vous afficher la configuration. Une fois vous avez mis la clé ainsi que l'entité de votre compteur intelligent, vous cochez utiliser un MQTT local, journalisez la communication locale, on a un MQTT, vous faites valider, c'est là où vous allez mettre l'adresse IP de votre Home Assistant, le port c'est 1883, ces données-là vous allez le mettre dans le compteur intelligent aussi, dans l'onglet MQTT, vous allez l'activer et vous allez mettre la même chose ici, qui est là. Et ça c'est l'utilisateur qu'on a créé, l'MQTT Solarflow qu'on a vu tout à l'heure avec son mot de passe. On a juste en plus le port qui est 1883, l'adresse IP de notre Home Assistant. Ça, on va le mettre dans l'onglet MQTT du compteur intelligent et dans l'onglet MQTT de Solarflow 2400 pour qu'il puisse fonctionner en local. Une fois on a mis ça et on a mis le Wi-Fi en manuel, le réseau Wi-Fi, notre réseau Wi-Fi en manuel avec son mot de passe, on fait valider. Dès que vous faites valider, tous les appareils vont s'afficher. Là, par exemple, les Hyper 1, les Hyper 2, le Solarflow 10400, tous les appareils que j'ai installés dans l'application Zendur, ici. Une fois tous ces appareils sont affichés, on va cliquer sur l'un d'entre eux, par exemple les Hyper numéro 1, et on va avoir toutes les informations. Ici, on a le LED, activé, désactivé, limite d'entrée et sortie, la connexion locale ou en cloud, le mode fonctionnement, le mode bypass, pour le renvoi de surplus. Le stock minimum maximum, c'est la limite de charge et décharge, vous allez le régler ici. Et toutes les entités que vous avez besoin pour créer votre tableau de bord. Tout ce qui est l'état de la batterie, par exemple, la puissance de sortie, la puissance d'entrée du réseau, la puissance de protection solaire, la température des hyper, toutes les entités que vous avez besoin. Vous allez les retrouver ici. Voilà, on a réussi à récupérer tous les appareils. Il nous reste une chose à faire. Vu que le but de tout connecter en local, on revient sur Paramètres, Appareil Service. Assurez-vous que vous avez le Bluetooth d'installer et d'activer. Si le Bluetooth est activé et fonctionnel, dans Réglages ici, sur la petite roue Visualisation, vous devriez, alors je vais arrêter ça, vous devriez avoir cette affiche là, les Hyper numéro 1, numéro 2, Home Assistant et notre Bluetooth. Ils devraient être reliés et connectés comme ça. S'ils sont pas connectés, il faut l'activer, il faut activer le Bluetooth, assurer que le Bluetooth est activé et qu'elle est fonctionnelle sur votre PC, sur le support ou sur mini PC ou sur quoi vous avez installé Home Assistant. Si vous n'avez pas réussi à activer le Bluetooth, si c'est un mini PC et le Bluetooth ne fonctionne pas, cette fois-ci, il faudra acheter un clé USB Bluetooth qui est compatible avec Linux, pas n'importe quelle clé Bluetooth. Je vous mettrai en lien ceux qui sont compatibles avec Home Assistant qui s'intègrent directement ici. Je vous mettrai les liens pour que ça soit plus facile pour vous. Si vous êtes plus à l'aise, je vous recommande plutôt un ESP32. C'est ce que j'ai fait moi chez moi. J'ai mis un ESP32, un module, et je l'ai flashé en Bluetooth pour qu'elle fonctionne en Bluetooth. L'avantage du ESP32, c'est qu'on peut le mettre au plus proche des hyper. Une fois on l'a intégré à Home Assistant, on peut la brancher en USB juste à côté des hyper, et c'est elle qui va servir à communiquer avec les hyper en Bluetooth. C'est elle qui va contrôler. C'est ça l'avantage. Alors que les clés USB, il faut qu'ils soient branchés sur le mini PC sur laquelle vous avez mis Home Assistant. Mais en tout cas, je vous mettrai en description le lien de deux produits et dites-moi en commentaire si vous souhaitez un tuto aussi pour savoir comment flasher un ESP32. Une fois le Bluetooth, on a dit, elle est activée et fonctionnelle, imaginons maintenant, et que les hyper ils sont connectés, vous allez venir dans l'intégration Zendur, vous allez passer en local parce que par défaut, ça sera en cloud. Vous allez appuyer sur local et là, vous devriez passer en local. Vous allez faire un reset si jamais ça s'est pas connecté en local. Si vous avez des doutes, vous pouvez installer un module complémentaire. Je vous mettrai le lien aussi. Un MQTT Explorer. Ça vous affiche si les hyper ils sont en train de communiquer en MQTT.
On parle là de hyper. Pour le SolarFlow, je vous dirai où est-ce qu'il s'affiche. Vous vous connectez, vous mettez l'adresse IP de votre Home Assistant, le nom d'utilisateur, comme on a vu tout à l'heure, toujours le même ici. Vous faites connecter et là, vous devriez avoir la Zendur, ça c'est le compteur intelligent. Il est en train de communiquer en MQTT déjà. Et là, j'ai mes hyper qui communiquent juste ici. L'autre hyper, il est plus connecté, je pense, voilà, il arrive. Il est connecté. Vu que j'avais appuyé sur local tout à l'heure, voilà, les deux hyper, ils sont connectés en local et ils sont bien fonctionnels en local. Un autre moyen plus sûr, si vous voulez, pour être sûr que vous êtes bien connecté en local, le moyen le plus simple, ça va être de débrancher votre fibre, si vous avez votre box internet, ou de débrancher l'RJ45 qui est branché sur votre routeur pour savoir si les hyper continuent à se décharger normalement par rapport au compteur intelligent. Pour activer le mode intelligent, alors on revient juste ici, avant de parler sur la connexion locale, l'intégration Zendur, le Zendur Manager. Une fois on a activé le local ici, une fois vous l'avez activé, sur le DHyper, en local aussi. Pareil, le SolarFlow D1400, vous allez activer Zen SDK, mais il faudra mettre l'MQTT, l'onglet MQTT sur l'application Zendur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le SolarFlow D1400, vous allez le retrouver dans Appareil et services, et va s'afficher dans MQTT ici. Là, c'est pas le cas, parce que je l'ai pas ajouté en MQTT encore, mais il devrait s'afficher ici en MQTT. Et cette fois-ci, il va communiquer en local également. On revient sur l'intégration Zendur. Zendur Manager. On va activer couplage intelligent ou décharge intelligent, c'est la même chose. Vous allez activer cette option-là. Ici, vous mettez 0. Et là, normalement, vos appareils vont fonctionner en mode intelligent, comme sur l'application Zendur, voilà. Je vois que ma maison consomme, mon appartement consomme 155 watts. Je consomme 2 watts, 3 watts sur le réseau. C'est bien la connexion locale, hein. On voit la mise à jour en direct. À chaque fois que la consommation change, ça se met à jour en direct, vu que tout est connecté en local. Vous devriez avoir ça. Vous devriez avoir les hyper qui se déchargent. Vous allez organiser votre tableau de bord, hein. Mettre des cartes, des tuiles sur votre tableau de bord pour savoir l'état des batteries, le décharge, le recharge si vous voulez aussi. Après, vous pouvez rajouter plusieurs cartes. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse un tuto aussi pour savoir comment créer un tableau de bord comme ça, ou que je vous envoie le YAML nécessaire pour créer un tableau de bord comme ça, dites-le moi en commentaire. On revient sur l'intégration. On a dit le mode couplage, il devrait fonctionner directement. L'intégration Zendur, hop, paramètres, Zendur Manager, on voit que je suis en mode couplage et que le mode couplage fonctionne. Et je suis à 100% local. C'est ça l'avantage de l'intégration Zendur, c'est qu'on va pouvoir tout contrôler en local sans passer par le cloud. Si jamais il y a un souci sur le cloud ou quoi que ce soit, vous ne serez pas concerné. Zendur Manager, on a dit, c'est là-dessus qu'on va pouvoir choisir le mode intelligent ou le mode manuel, la puissance manuelle, ou l'arrêt, que le système soit à l'arrêt. Sur les hyper ou le SolarFlow 10400, ce que vous devez choisir dans le groupe de fusibles de l'appareil, ici, vous devez choisir un fonctionnement spécifique. Soit ici, il n'est pas utilisé du tout, c'est un contrôle 100% manuel, c'est vous qui réglez manuellement ce que vous voulez, la puissance de sortie et d'entrée. Soit l'appareil a son propre circuit ou phase, et là, c'est géré par le couplage intelligent, on le voit ici. Non utilisé en couplage intelligent, aucun, c'est vous qui règle la puissance. Mais les autres modes, c'est en couplage intelligent. Ici, moi, j'ai mis l'appareil à son propre circuit ou phase. Pareil pour le hyper numéro 2. Là, on est sur le hyper numéro 1, à son propre circuit ou phase. Vous devez choisir ça. Pourquoi? Pour que chaque appareil puisse se décharger et se recharger à sa puissance maximale, sans limite. Ou sinon, créer un cluster avec un limite spécifique. Par exemple, si vous avez 6 appareils et que votre installation ne permet pas d'atteindre 10400 watts, vous pouvez régler 2000 watts de puissance de sortie max. Par exemple ici, si je clique sur groupe de fusibles max des 1000 watts, sur l'autre côté, sur le hyper numéro 2, je dois faire part of hyper numéro 1. C'est-à-dire, il fait partie en cluster de hyper numéro 1. C'est lui qui va choisir la puissance max. Comme ça, on va jamais dépasser le 2000 watts avec les deux hyper. D'accord?
Mais sinon, vous faites l'appareil à son propre circuit ou phase. C'est ce que j'ai fait chez moi parce que mon installation me permet de sortir 1200 watts sur chaque hyper. Voilà pour la puissance, pour ce qu'il faut faire comme réglage. Ici, vous ne le touchez pas. De toute façon, il s'affiche pas sur la version 1.1.3 et vous n'avez pas besoin de le toucher. Ici, pour le mode bypass, vous devez l'activer ou le désactiver. Moi, je vais laisser en activer. Pourquoi? Parce qu'il y a le même fonctionnement qu'en HMS, mais cette fois-ci en local. Ici, le bypass, ça va permettre de recharger les autres appareils. Quand l'une ou deux appareils sont à 100%, les autres, ils vont se recharger automatiquement. C'est-à-dire, si le hyper numéro 2, il est rechargé à 100% et le hyper numéro 1, il est encore à 50%, celui-là, il va envoyer le surplus de sa production des panneaux qui sont branchés dessus dans le réseau et c'est le hyper numéro 1 qui va les récupérer automatiquement. Il va détecter qu'il y a un surplus et va le récupérer automatiquement. Et ça, c'est très intéressant. Les appareils, ils se rechargent entre eux sans aucun problème. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'il faut l'activer parce que le SolarFlow DB400, vu qu'il n'a pas de panneau dessus, il va pouvoir récupérer les surplus également. Pour le SolarFlow DB400, comme je vous ai dit, il faut mettre Zen SDK, d'accord? Et ça, vous allez le laisser comme tout à l'heure. Et vous allez régler la limite de décharge et recharge maximum. Ensuite, ici, vous allez activer le mode intelligent et tout va fonctionner automatiquement derrière. Autre chose intéressante avec l'intégration Zendur sur Home Assistant, c'est qu'ici, le système va décharger la batterie qui a plus de stockage. Par exemple, ici, le hyper numéro 1, bon, maintenant il est à 22%, je pense qu'il vient de changer il n'y a pas longtemps. L'intégration, elle va venir décharger le système qui a le plus de batterie possible. Au lieu de décharger les deux en même temps, si par exemple l'hyper numéro 1, il a assez de batterie, ou il a plus de batterie que l'hyper numéro 2, et qu'il est capable de gérer la demande de mon appartement, c'est lui qui va s'en occuper, l'autre il va rester en attente, ou il va se recharger. Par exemple, dans la journée, si celui-là il est à 30%, et celui-là il est à 20%, mais il est en train de se recharger, c'est l'hyper numéro 1 qui va gérer pour alimenter la maison et l'autre il va rien faire, il va juste se recharger. Et c'est très intéressant qu'il y ait celui qui a le plus de batterie qui se décharge et pas les deux en même temps, même pour 153 watts. C'est ça l'intérêt. Par exemple, moi je veux que l'autre continue à se charger normalement. Tant que la puissance est supportée par le hyper numéro 1, c'est le hyper numéro 1 qui va gérer. Imaginons maintenant, mon appartement demande 1500 watts. On a dit, chaque hyper sort 1200. Lui, il va pas pouvoir couvrir toute la demande. Du coup, lui, il va se décharger à 1200 et l'autre, il va se décharger à 300 watts pour compléter le 1500 demandé par ma maison, au lieu de se décharger moitié chacun. Et ça, c'est très intéressant. C'est l'une des choses que j'ai trop aimé, à part la connexion locale dans l'intégration. L'autre chose que tout le monde attend et que j'ai aimé aussi, c'est la possibilité de créer des automatisations. Là, je vais vous montrer un exemple d'automatisation que j'avais fait. Par exemple, dans cette automatisation, pareil, pour les automatisations, si vous voulez l'UYAML qui vous permet de créer une automatisation comme celui-là, dites-le moi en commentaire. Je peux vous envoyer le YAML complet. Par exemple, ici, voilà l'automatisation que j'avais créée en horaire, dès minuit à 6 heures du matin. Moi, j'ai choisi minuit. Après, vous pouvez mettre 22 heures, par exemple. Dès minuit à 6 heures, Home Assistant, il va surveiller la météo. Si la météo le lendemain prévoit qu'il va y avoir du soleil, et le système va continuer à se décharger. Parce que demain, il va y avoir du soleil, je sais que ça va suffire pour couvrir toute la nuit et se recharger, le lendemain. Du coup, je demande qu'il soit en mode intelligent si demain il y a du soleil. Et dans le cas où il n'y a pas de soleil le lendemain, si les batteries sont à 70%, au-delà de 70% et qu'il n'y a pas de soleil, il continue à se décharger. Mais s'il n'y a pas de soleil et les batteries sont en dessous de 70%, je vais demander que le système se met à l'arrêt. C'est-à-dire, de minuit à 6 heures, le système, il est en attente. Je préfère qu'il se décharge pendant les heures pleines, au lieu qu'il se décharge pendant les heures creuses, vu qu'il n'y aura pas de soleil. J'ai pas besoin de couvrir pendant les heures creuses. Et ça, c'est une automatisation que j'ai créée, qui regarde
l'état des météos le lendemain, s'il va y avoir du soleil, des nuages, des pluies, peu importe la météo du lendemain, à partir du moment où il n'y a pas de soleil, et je veux pas qu'il se décharge dans la nuit et qu'il se décharge uniquement à partir de 6 heures. Automatiquement, il va passer, comme on voit ici, reprise en smart à 6 heures du matin. Et si le lendemain, c'est ensoleillé ou partiellement nuageux ou il y a aucun nuage ou il y a des éclaircies, je veux que le système se décharge pendant les heures creuses aussi, à partir du moment où j'ai assez de batterie et que le lendemain, il y a du soleil. J'avais créé la même automatisation pour ceux qui ont le tempo aussi. Ça surveille pareil la météo. Si le lendemain, il n'y a pas de nuages et que c'est un jour rouge et que j'ai assez de batterie, le système se met en pause à minuit. Vous pouvez aussi choisir 22 heures comme je vous ai dit. À minuit, il se met en pause et il reprend à 6 heures du matin. Et s'il n'y a pas de soleil le lendemain, il y a des nuages, j'ai programmé que le système se met à se recharger dans la nuit. Entre minuit à 6 heures, le système il va se recharger pour une capacité spécifique. On peut aussi choisir la capacité à laquelle on veut que les batteries se rechargent. Par exemple, si vous avez beaucoup de batteries, vous voulez pas qu'ils se rechargent à 100%, vous allez regarder combien vous consommez par jour à peu près. Moi, je consomme autour de 7 kWh. J'ai demandé au système de se recharger jusqu'à 7 kWh dans la nuit. Du coup, j'aurai assez d'énergie pour couvrir mon jour rouge. De toute façon, automatiquement, quand il y a un jour rouge, on essaye de pas consommer au-delà de ce qu'on a besoin. C'est ça le but, finalement. On sera un peu plus à l'aise vu qu'on va avoir des batteries. On va utiliser, comme tous les jours, nos besoins électriques. Mais voilà, on aura assez d'énergie. Pour moi, j'ai programmé 7 kWh. Le système, il va se recharger jusqu'à 7 kWh. Et à 6 heures, il va se décharger au mode intelligent. En tout cas, cette automatisation, c'est par rapport à la météo. S'il y a des nuages le lendemain, le système se recharge dans la nuit. S'il n'y a pas de nuages, ou que si j'ai un peu de batterie dans la journée précédente que j'ai récupéré avec l'énergie solaire, le système par contre aussi il se met en pause si le lendemain c'est une journée rouge pour profiter de l'énergie que j'ai récupérée la journée précédente le lendemain où c'est un jour rouge. Voilà. Pareil pour l'automatisation, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous envoie l'URL de l'automatisation et c'est à vous de l'adapter par rapport à vos appareils. Ou sinon, que je vous fais un tuto aussi sur comment créer une automatisation pour se recharger pendant les jours rouges et se décharger pendant les jours rouges. Mais voilà, ça c'est les automatisations qu'on peut créer. On peut aussi créer des automatisations par rapport aux appareils. Si vos appareils sont... D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais fait une vidéo sur des détecteurs de fumée connectés qui sont interconnectés. Si par exemple vous mettez un détecteur de fumée dans le garage, si vous avez votre système dans le garage ou dans une pièce, là où il y a votre système dur, vos appareils, les détecteurs de fumée que j'avais fait une vidéo dessus la dernière fois, ils s'intègrent à Home Assistant. C'est détecteur fumée Xsense. Je vous mettrai la vidéo juste au-dessus si vous voulez aller le regarder. C'est cela, je vais vous montrer juste. Xsense, voilà. Il y a détecteur de température, détecteur de fumée aussi, ça c'est détecteur de fumée. Vous pouvez créer aussi une automatisation, l'ajouter. Si jamais le détecteur du couloir se déclenche, imaginons par exemple, ou du garage, imaginons le détecteur du garage qui se déclenche, vous ouvrez la porte du garage, vous activez le VMC, vous allumez la lumière. Vous pouvez créer des scènes par rapport à l'état de tel appareil. C'est ça l'autre avantage du Home Assistant, à part le contrôle local de vos appareils indurs, c'est que vous pouvez intégrer plusieurs appareils chez vous, plusieurs appareils connectés dans votre habitation et avoir un accès total ici, comme j'ai par exemple ici les lumières, les prises connectées, le détecteur de mouvement, le détecteur des portes, le système d'alarme, etc. Vous pouvez tout intégrer dans Home Assistant, contrôler tout ici sur Home Assistant, vous créez plusieurs pages ou sur la même page, ça dépend de ce que vous voulez sur votre tableau de bord, et tout contrôler au même endroit, créer des automatisations entre les appareils, même si c'est pas la même marque, même si ça vient pas de la même application. C'est le plus grand avantage du Home Assistant, c'est de pouvoir contrôler et rendre notre maison intelligente finalement. Vous pouvez créer des automatisations par rapport au ventilateur aussi, vu que vous pouvez récupérer la température, voilà la température de vos hyper, vous pouvez la récupérer, vous pouvez activer une scène par exemple, une prise connectée,
de déclencher le ventilateur à certaines températures et le désactiver à une certaine température. Un chauffage aussi, si vous voulez chauffer. Enfin, ils ont le mode chauffage automatique, de toute façon. Mais voilà, vous avez vraiment un large choix d'automatisation. C'est à l'infini, comme j'ai dit toujours, sur Home Assistant. Pour le dashboard, pour le tableau de bord comme celui-ci, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je vous partagerai les codes avec lesquels j'ai créé mon tableau de bord, les thèmes, ainsi que les cards, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà pour l'intégration Home Assistant. Le but de la vidéo, de vous expliquer comment l'ajouter à Home Assistant, comment contrôler plusieurs modes, plusieurs systèmes de fonctionnement. Tous les produits, ils sont intégrés, comme on a vu, grâce à l'intégration FireSun, MQTT, le Bluetooth, tout fonctionne en local. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je partagerai aussi des automatisations un peu plus avancées que ça et d'autres astuces pour rendre votre maison plus intelligente et plus autonome grâce à tous les appareils qu'on peut intégrer sur Home Assistant. J'en ai fait quelques vidéos sur le sujet, sur les appareils domotiques. N'hésitez pas à les consulter et à mettre un j'aime si la vidéo vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut, salut!